Salut les amis, dans le dernier épisode de Jamais Vegan, nous avions vu que les antispécistes sont probablement les plus spécistes. Ah, je crois que mon colis est arrivé, je reviens de suite. Oh bordel! Voilà, ben là on va bien coller au thème, on peut pas faire mieux. Ouh, c'est parti. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que les antispécistes sont probablement les plus spécistes d'entre nous. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'une minorité chez les antispécistes, une mouvance très spéciale. Donc, si tu n'es pas d'accord avec leurs propos, ne te sens pas solidaire. J'ai remarqué dans la précédente vidéo, je parlais des casseurs de vitrines et des militants agressifs et les mecs m'ont mis des commentaires. Oui, tu mets tout le monde dans le même panier. Non, pas du tout. J'avais bien dit que je parlais de ces gens-là. Aujourd'hui, je vais parler d'une mouvance minoritaire au sein de l'antispécisme. Et c'est très intéressant d'aborder ce sujet et vous allez comprendre pourquoi. Ce mouvement, c'est le mouvement, bon, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est RWAS. Alors, je ne sais pas si on dit RAS à l'anglaise ou RAS en espagnol. Moi, je vais dire RWAS, ce qui veut dire Reducing Wild Animal Suffering. Motherfucker. Autrement dit, la réduction de la souffrance des animaux sauvages. Une lourde tâche. Alors eux, en plus de vouloir faire cesser tout type d'exploitation animale, ce qu'ils veulent, c'est intervenir dans la nature pour faire cesser toute forme de prédation. Voilà, rien que ça. Doit-on empêcher le lion de manger la gazelle? Question absurde pour toute personne saine d'esprit, mais il y en a qui pensent sincèrement que c'est une question qui se pose. Cela relève de la philosophie. L'animal homme n'a pas le droit de tuer les autres animaux. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les animaux, pas hommes, se tuent entre eux? Ils ont le droit. Alors, ou ils n'ont pas le droit? je veux dire vraiment, c'est un vrai sujet. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir. Il y a un débat chez les antispécistes sur cette question-là. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a un débat. Bon, à savoir effectivement qu'est-ce qu'on fait avec les espèces carnivores. Est-ce que oui ou non, on doit les entraîner, etc. Bon, moi je rentre pas dans ce débat. Entraîner à quoi? Entraîner les lions. Ça n'est pas vraiment génial. Je vous dis juste que d'un point de vue philosophique, parce que vous pouvez vous moquer, vous pouvez rire, c'est une question qui se pose dans un domaine qui s'appelle l'éthique animale, qui vous est sans doute étranger, qui est justement le domaine de la philosophie. Le domaine de la philosophie qui réfléchit en effet aux droits que nous devrions accorder aux animaux non humains. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à ça et comme j'aime bien aller au cœur du sujet, il faut toujours aller à l'essence des choses, sinon on ne fait pas le boulot. Eh bien ça va être un petit best-of de la philosophie de l'éthique animale. Et tu vas voir, c'est super original quand même. Dans ma précédente vidéo au sujet du véganisme, il y a eu pas mal de commentaires et du coup il y a eu pas mal de débats. Assez houleux d'ailleurs, assez tendu entre vegan et omni. Donc je tiens à préciser pour les omnivores et pour les véganes aussi, de toute façon, arrêtez de faire des débats. Le véganisme c'est un postulat moral, donc il n'y a pas de vérité absolue dans la morale. Donc vous perdez votre temps et surtout vous prenez les nerfs, exposez votre pensée et puis ça s'arrête là. Vous serez plus détendu. Donc il y a eu beaucoup de commentaires et il y a eu pas mal de liens, j'ai remarqué, qui redirigeaient vers les cahiers antispécistes, vers des articles pour étayer les propos, etc. Les cahiers antispécistes, si vous ne connaissez pas, c'est une revue antispéciste, du coup pour le coup. Je ne sais pas si c'est très français. C'est une revue qui existe depuis plus de 25 ans, d'accord, et qui, justement, définit, explique, précise, étaye ce qu'est l'idéologie antispéciste. Ce sont un peu les maîtres à penser de l'antispécisme. Et si tu es antispéciste et que tu ne connais pas les cahiers antispécistes, ben, ce sont quand même tes maîtres à penser, il faut le savoir, parce que eux produisent des articles, des livres, des conférences à ce sujet et passent leur temps à redéfinir un peu ce qu'est cette idéologie. En dessous, c'est un peu comme une hiérarchie classique pyramidale. En dessous, tu as les porte-paroles qu'on va retrouver dans les blogs et sur YouTube, un peu à la JMDO, qui vont propager ce qu'est le spécisme et l'antispécisme. Et encore en dessous, tu as ceux qui vont y adhérer, qui vont sur des blogs ou qui vont regarder des vidéos sur YouTube. Et donc, il se peut que les mecs qui adhèrent au spécisme, à l'antispécisme, ne connaissent pas les penseurs de ce qu'on pourrait appeler l'éthique animale. Néanmoins, si tu es antispéciste, ce sont tes maîtres à penser, il faut le savoir. Et comme le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est le mouvement RWAS, on va écouter David Olivier, un peu le fer de lance de ce mouvement, qui est également cofondateur des cahiers antispécistes. Ce n'est pas le petit vegan du coin. Et donc, est-il juste de laisser le lion manger la gazelle? Si la souffrance de la gazelle importe, il y a un problème de solidarité avec la gazelle. Le lion va, au cours de sa vie, tuer des centaines de gazelles. Est-ce qu'il est juste de laisser le lion faire cela? Soulever ce problème et répondre que oui,
on devrait, dans l'idéal, changer la nature et que on doit commencer à réfléchir, à se mettre dans la perspective de changer la nature dans la mesure du possible, c'est la seule réponse, je pense, qui soit crédible et qui permette de montrer que nous prenons réellement au sérieux la question de la souffrance des animaux. Cet homme a une vision totalement émotionnelle de ce qui se passe, assez puérile on va dire, et il ne comprend pas vraiment, je crois, ce qu'il se passe lorsque le lion tue et mange une gazelle. Lorsque le lion mange la gazelle, en fait, il régule la population de gazelles. S'il n'y a plus de prédateurs, les gazelles vont proliférer, vont devenir extrêmement nombreuses et elles vont consommer probablement toutes leurs ressources alimentaires. Ce qui fait qu'un grand nombre d'entre elles vont ensuite mourir de faim. Une mort qui est bien plus atroce et douloureuse que de mourir dans un abattoir. Je fais des liens, mais bon, voilà, c'est cadeau. Mais c'est pas tout. Ce qui va se passer, c'est que d'autres animaux partagent les mêmes ressources alimentaires que les gazelles. Et donc, comme il n'y aura plus de ressources alimentaires, eh bien, ces autres animaux, indirectement, vont mourir de cette situation. Et ces animaux qui vont mourir étaient probablement des proies d'autres prédateurs, qui, eux, ayant moins de proies, vont mourir également. Et c'est en fait un effet cascade qui échappe totalement, apparemment, à David Olivier. Enfin, moi, je pensais que ça lui échappait. En fait, il s'en fout un peu. D'ailleurs, lorsque le lion mange la gazelle, il n'est pas le seul à la manger. Une fois qu'il a fini son repas, viennent les charognards, qui sont plusieurs espèces différentes, puis les insectes, puis des vers, d'autres décomposeurs. La gazelle va nourrir peut-être des milliers ou des centaines de milliers d'individus finalement. Elle va pénétrer le sol, être décomposée par les décomposeurs du sol également et nourrir les végétaux. Ben oui, parce que même les végétaux se nourrissent d'animaux. Hein. Je précise, je fais une petite digression, il n'y a rien de vegan sur Terre. C'est un concept totalement humain. Hein. Même les herbivores et les frugivores ne sont pas véganes. Hein. Donc aussi difficile que cela puisse paraître, lorsque le lion tue et mange la gazelle, il permet à la vie de croître et de prospérer. Il nourrit littéralement la savane. Alors pour les esprits sensibles, comme David Olivier, il est le méchant de l'histoire parce qu'il est le matador, hein, c'est lui qui assume le rôle de tuer l'animal, mais en réalité, il nourrit bien plus d'animaux et de créatures vivantes que ce qu'il n'en tue. Et c'est ça la grande générosité des prédateurs, c'est qu'en fait, ils sont les grands nourriciers, tu vois, de la nature. Allez-y les gars, bouffez, c'est pour moi, quoi. Mais pour saisir tout ça, il faut sortir de la première image que l'on voit, hein, de l'agression du prédateur sur la proie, de sortir de la première émotion ressentie et de comprendre toutes les interactions qu'il se passe derrière. Là, on a quand même des personnes qui sont prêtes à foutre la nature en l'air uniquement parce qu'ils sont tristes pour la gazelle. Que ça fait souffrir leur petit cœur à eux. Voilà. Névrose, peut-être. Un écosystème, c'est un ensemble d'imbrications très complexes qui va bien au-delà du bien et du mal. D'ailleurs, la nature est amorale. La nature est un système. Et ce système, soit tu acceptes la manière dont il fonctionne et tu le laisses prospérer, voire mieux, tu décides de l'intégrer et de participer au vivant en devenant autonome, en cultivant, en élevant, pardon. Ou alors, tu peux décider que ce système est immoral et injuste, d'interférer dessus et par conséquent de participer à sa destruction. Empêcher la prédation pour des raisons morales, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Est-il moralement acceptable de laisser mourir une quantité incalculable d'individus pour sauver des gazelles? Les têtards qui naissent par milliers, par exemple, et dont seuls 2
vont survivre en moyenne pour se reproduire. C'est un problème que nous devrons affronter un jour. Bon, là on rentre dans le surréaliste. Alors, je passe sur l'impossibilité technique de mettre une police de la prédation devant chaque flaque d'eau, ok. Mais surtout, les têtards, qui sont des grenouilles en devenir, ne sont pas herbivores. La grenouille, lorsqu'elle sera là, elle va manger des quantités astronomiques de vers, de papillons, de libellules, et donc cette prolifération de grenouilles va encore déséquilibrer un écosystème et provoquer un véritable massacre à côté. Donc la question c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Après il faut protéger les vers et les libellules des grenouilles qu'on a sauvées avant. Enfin, à quel moment ça s'arrête? De toute façon, c'est très simple. La prédation est tellement omniprésente sur notre planète que le seul moyen de l'éliminer, c'est d'éliminer les animaux. En fait, l'élimination pure et simple des animaux, c'est un peu le projet final du mouvement RWS, RAS. Je ne saurais jamais comment on prononce ce truc, mettez-le moi dans les commentaires pour ceux qui savent. C'est un peu le cas de Thomas Lepelletier. Si tu ne connais pas, je vais te mettre un extrait. Ce qui est marrant, c'est qu'il a été cité lui aussi dans les commentaires de ma précédente vidéo, comme quoi il y a des végans qui connaissent et qui valident. Donc la question, une fois qu'on a empêché les prédateurs d'attaquer les proies, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc si on peut bien sûr éviter qu'il y ait une disparition des prédateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, ça serait une très bonne chose, mais tout ça il faut travailler sérieusement à des solutions techniques. Mais si on ne le peut pas, je veux dire, quelque part, ce n'est pas fondamentalement un problème rédhibitoire. Bon les mecs, si on peut sauver les prédateurs, on les sauve, sinon ils n'ont qu'à pas manger les autres aussi. D'ailleurs, de quel prédateur ils parlent quoi? Le dauphin, la mouette, l'ours, la tortue, je sais pas. La quasi-intégralité des animaux de la planète sont à la fois proies et prédateurs. Même l'homme, on a oublié parce qu'on vit protégé en ville, tu vois, dans des zones urbanisées. Mais viens faire du surf à La Réunion, tu vas tout de suite comprendre ce que c'est d'être une proie. Mais bon, il y a quand même des solutions pour essayer de ne pas tous les exterminer. Des solutions possibles pour aller vers une cohabitation où la prédation ne sévit pas outre mesure, il faudrait bien sûr penser à fabriquer et produire de la nourriture végane pour les prédateurs. Donc ça pose un problème matériel à ce jour. Il faudrait bien sûr avoir un contrôle de leur circulation. Il est évident qu'on ne peut pas laisser tous les prédateurs circuler à leur guise. Contrôle des naissances, mais là ça va autant du côté des prédateurs que bien sûr des proies de ces prédateurs. Et aussi un sujet assez controversé, mais sur lequel je pense qu'il faut essayer de l'aborder sereinement, c'est les problèmes bien sûr de reprogrammation génétique des carnivores. Donc il y a des possibilités éventuelles d'imaginer une cohabitation avec les carnivores et bien sûr toute autre solution est bienvenue. La reprogrammation génétique, quoi. Tu ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Les mecs qui sont à la pointe de la technologie, enfin, il faudrait qu'ils nous expliquent comment ils comptent faire ça. La prédation est un élément essentiel des écosystèmes. Elle permet le développement du vivant et l'accroissement de la biodiversité. Peu importe quelle espèce pratique la prédation, pourvu qu'elle soit équilibrée. Et ne pas vouloir comprendre ça, je pense que c'est ne pas vouloir grandir et rester dans le monde de Walt Disney.
La prédation, c'est la vie. Je précise que je mets des extraits dans ma vidéo, mais toutes les conférences et les vidéos que j'utilise sont en intégralité dans la description. Et allez les voir. Voilà, comme ça, on ne me dira pas « oui, tu fais des trucs hors contexte ». Non, non. Allez voir les intégralités des vidéos. Vous allez… Voilà, c'est hallucinant. Je veux dire, là, tu regardes des conférences, tu vois des mecs expliquer tranquillou, avec des petits PowerPoint, là, c'est propre, hein, c'est beau, comment ils vont exterminer le règne animal. Bon, en même temps, au niveau de l'équation, c'est imparable. Hein. Plus d'animaux, plus de souffrance animale. Et plus de souffrance dans leur petit cœur, ça c'est sûr. Névrose, t'as dit? Ouais, peut-être névrose, peut-être. Bon, trêve de plaisanterie, ces gens-là sont extrêmement dangereux. Et il y en a qui vont me dire, oui David, t'es un salaud, tu mets des extrémistes complètement farfelus pour nous faire passer pour des je sais pas quoi. Pas du tout. Je le dis clairement, la majorité des véganes sont contre ces gens-là. D'accord? Il suffit d'aller voir les commentaires sous ce genre de vidéo. Tu trouves des véganes qui sont pour quand même. Hein, bon, c'est normal, mais la majorité est contre. Et c'est tant mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de ce mouvement, qui est quand même assez minoritaire, c'est de savoir quelle est la position sur ce sujet des porte-paroles actuels de l'antispécisme. Parce que si demain, l'antispécisme venait à prendre de l'ampleur et intégrer des partis politiques, d'ailleurs je crois qu'Aymeric Caron a créé un parti politique, hein, à vérifier, hein, je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, les personnes qui vont intégrer ces partis, ce n'est pas les petits végans qui laissent des commentaires sur YouTube ou sur Facebook, ce sont les porte-paroles de l'antispécisme. Donc moi je veux savoir, parce que j'aime bien aller à l'essence des choses, quelle est leur position sur cette mouvance-là, qui, je le rappelle, souhaite plus ou moins la fin du règne animal. Quand je me suis posé la question d'ailleurs de savoir ce qu'en pensaient les porte-paroles de l'antispécisme ou du véganisme célèbre, hein, que l'on voit un peu partout en interview, de ces sujets-là, je me suis dit normalement, ils doivent condamner fermement, ils doivent être contre, tu vois, question de cohérence. Tu ne peux pas dire d'un côté je veux sauver les animaux et de l'autre côté taper la bise ou faire des conférences avec des gens qui prônent l'extermination du règne animal. Voilà. Du coup, on va voir ce qu'en pense Peter Singer. C'est quand même un des maîtres à penser de la libération animale. But I think there are philosophically interesting questions that are worth talking about that do relate to our values. And that is, there is predation in nature, obviously, and that means that a lot of animals get killed and that there's a significant amount of suffering. Should we be doing anything about that? Je me répète, mais il y a la vidéo en intégralité dans la description, n'hésite pas à la voir. Par contre, elle est en anglais non sous-titrée. Elle peut être sous-titrée anglais, mais voilà, les sous-titres en français, c'est moi qui les ai mis. Je te fais le résumé de cette vidéo vite fait. En gros, c'est une question qui se pose et il termine son intervention en disant bien à son auditoire, voilà, je vous laisse ça là, hein, vous le mettez de côté, vous en faites ce que vous voulez. En gros, si tu as envie de rejoindre cette équipe de fous furieux, tu peux y aller, c'est des copains. Hein. Non seulement ils ne condamnent pas, mais en plus ils donnent du crédit à ces idées-là en présentant ça comme quelque chose d'intelligent, de philosophique. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il était pour. Je dis juste qu'il donne du crédit à ce mouvement. En réalité, Peter Singer est contre l'intervention humaine sur les prédateurs. Et sinon, Aymeric Caron, défenseur autoproclamé du vivant en France, qu'est-ce qu'il en pense? Doit-on empêcher le lion de manger la gazelle? En ce qui me concerne, la réponse que j'ai à cette question est très simple. Bah non, la nature a décidé que le lion devait manger la gazelle. Le lion c'est pas la nature qui fait le droit, heureusement. Mais... Il a été un peu surpris par la réponse de Geoffrin sur la nature, hein, ça l'a désarçonné, mais en tout cas, il utilise la même explication que Peter Singer. Ils ne sont pas contre l'intervention humaine sur les prédateurs parce que ça va entraîner un massacre sur les écosystèmes, mais juste parce que le lion est carnivore par nature. Le pauvre, on ne va pas le changer. Hein. Mais du coup, j'espère qu'il est aussi contre les croquettes végétales pour les chats. Et lui aussi, hein, le chat est un carnivore strict. Donc ces personnes-là qui nous font des leçons de morale n'ont aucun problème à copiner avec des types qui veulent exterminer le règne animal et à présenter leurs idées comme de la philosophie. Et ils sont tellement copains que lorsque les cahiers antispécistes font des conférences, ils y vont. Et L214 aussi au passage. Morale à deux vitesses. C'est-à-dire que d'un côté, j'insulte les gens qui mangent de la viande, peu importe les quantités et la provenance, en les traitant de viandales. Et de l'autre côté, je présente des fous furieux qui veulent exterminer le règne animal comme des penseurs de la philosophie de l'éthique animale quand même. Oui, nous sommes tous des viandales, c'est un mot inventé, et des assassins aussi. Eh ouais, toi naïf, tu croyais que tu étais quelqu'un de bien? Non mais n'importe quoi les mecs. Alors, on peut le prendre effectivement comme quelque chose de péjoratif. À mon avis, c'est plutôt... Viandale, c'est plus que péjoratif, c'est quasiment de l'ordre de l'insulte, parce que vous dites que les viandales ne sont pas tous des salauds, mais ce sont tous des assassins. Attendez, vous pouvez me laisser finir ma première explication? Mais je vous cite. Viandale, non mais attendez, je termine sur viandale. Ce qui est intéressant, c'est que vous le preniez comme une insulte, alors que ça n'est qu'un terme, un néologisme descriptif. Le viandale, c'est un mangeur de viande. Et il se trouve que manger de la viande aujourd'hui, c'est du vandalisme. Si je reprends la rhétorique à Caron, je dirais que lui est un soja abruti. Il mange du soja et il est un abruti. Surtout quand il présente la régulation des prédateurs comme la philosophie de l'éthique animale. Voilà, c'est pas... Il
faut pas mal le prendre, hein, c'est juste descriptif. Alors ce comportement hein, d'insulter les autres qui ne sont pas d'accord avec toi ou qui sont différents de toi, c'est un autre degré de névrose. Hein. Le but, c'est tout de suite de disqualifier l'autre, sans raison aucune apparente. Hein. Les racistes font ça très bien d'ailleurs. Le racisme étant aussi une névrose, hein, d'accord ? Ce sont des gens qui sont en souffrance. Lorsqu'ils vont parler des Maghrébins, des Africains ou des Asiatiques, ils ne vont pas dire Maghrébins, Africains, Asiatiques. Ils vont dire les Bougnouls, les Négros et les Shintok. Bon voilà, Émeric Caron, il fait un peu la même chose. Mais c'est un truc qu'on retrouve dans l'antispécisme et dans le véganisme. Et pour moi, c'est réellement un signe de névrose, c'est ce besoin de qualifier l'autre comme si c'était une merde, quoi. Alors on va dire carniste, spéciste, meurtrier, assassin, bouffeur de cadavres, zoophage. Ça, c'est Solveig. Mais Solveig, au niveau de la création des mots, c'est quand même la plus forte. La France est un pays particulièrement zoophage et enraciné et qui tient à son crime zoophage. Ça, c'est un comportement de névrosé. En fait, quand tu es bien dans tes baskets, tu peux tout simplement exposer tes idées sereinement, en respectant tes interlocuteurs. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais non, David, t'abuses, carniste, c'est pas une insulte. » Ouais, d'accord. Mais ça fait quand même partie d'une stratégie de redéfinition du langage qui vise à nous faire passer, nous, omnivores, pour des gens qui auraient un comportement immoral ou anormal. Alors qu'en fait, on a le comportement de l'omnivore. Si tu veux une réalité au niveau du vocabulaire, je vais te la donner. Moi, je suis omnivore de par ma nature et de par mon mode alimentaire. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour me définir. En revanche, le vegan, c'est un omnivore par nature qui a choisi d'adhérer à l'idéologie végane. Moi, l'idéologie carniste, je ne la connais pas. Personne ne la connaît. Il n'y a que vous qui en parlez, hein, les véganes. Donc, au niveau du vocabulaire, la seule chose qui fonctionnerait réellement de manière neutre, ça serait d'un côté les omnivores et de l'autre côté les omnivores véganes. Point barre. Donc, je résume la situation. On a des gars qui souffrent de voir des animaux se faire manger par d'autres animaux, ok, c'est normal, ça s'appelle l'empathie, on la ressent tous, il n'y a pas de problème. Par contre, ensuite, au nom de la lutte contre la souffrance animale, ils vont mettre au point des stratégies pour exterminer la quasi-totalité des animaux. Mais là, c'est plus de l'empathie, là, c'est de la névrose. Je vois quelque chose qui me fait souffrir, j'enlève de mon champ de vision ce qui me fait souffrir et du coup, je ne souffre plus. Ces gens-là ne veulent pas sauver les animaux, ils veulent se sauver de leur propre souffrance. Ce sont des personnes émotionnellement immatures et cette immaturité émotionnelle couplée à une incompréhension des réseaux trophiques, la chaîne alimentaire, j'essaie de faire l'intelligent, bref, cette association, c'est le terreau parfait pour adhérer à l'idéologie antispéciste. Je pense sincèrement que pour valider l'idéologie antispéciste, il faut être en souffrance, il faut être névrosé. Alors évidemment, il y a différents degrés de névrose hein, et heureusement, tout le monde ne finira pas dans le mouvement RWAS. Mais en général, plus on s'investit dans l'idéologie et le militantisme, et plus ça s'aggrave. Allez, plus vite! Ouais. Décale-toi sur la droite, là. Décale-toi encore. À la bouchée. Ouais, c'est bon. Ah. Dans les divers assortiments. Donc au top de la névrose, à la première place du podium, on a le mouvement RWAS, d'accord? Pour sauver les animaux, exterminons les animaux. À la deuxième place du podium, on a les associations militantes complètement délirantes de type Boucherie Abolition ou 269 Libération Animale. Et enfin, à la troisième place du podium, on a les névrosés de niveau inférieur, tu vois, qui définissent les idées du mouvement RWAS comme de la philosophie, qui insultent les omnivores gratuitement ou encore qui nourrissent leurs chats avec des croquettes végétales. Voilà. Ça, c'est la névrose moins. En revanche, les véganes qui ne souscrivent pas à l'antivéganisme et qui font leur vie tranquille dans leur coin sans faire chier personne, ce ne sont absolument pas des névrosés. Ce sont des personnes qui ont probablement une sensibilité supérieure à la moyenne et comme elles refusent que des animaux meurent pour leur alimentation, ben, elles vivent en accord avec leurs principes. Et j'ai aucun problème avec ça et c'est une démarche tout à fait respectable.
Ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'il y a une solidarité végane. Et il y a peu de véganes qui sont vraiment critiques avec les porte-parole du mouvement ou avec telle ou telle mouvance ou association. Ce que je trouve très dommage parce que c'est dangereux et c'est à la limite du sectarisme. D'ailleurs, lorsque je préparais cette vidéo, je cherchais des véganes, que ce soit sur des blogs ou sur YouTube ou quoi, qui critiquaient le mouvement RWAS ou les propos débiles de ces personnes-là. Eh ben, j'ai vraiment galéré. Et j'ai trouvé un groupe de véganes qui critiquent frontalement le mouvement RWAS. Et ces véganes, ce sont les carencés. Alors si tu es végane et que tu ne connais pas les podcasts des carencés, je t'invite vraiment à aller les écouter. J'en ai pas écouté 10 000, j'en ai écouté 2-3, mais ça permet de se faire une idée quand même sur la qualité du travail de ces personnes-là, qui sont véganes et contre qui je n'ai rien. Bon, ça reste des ennemis idéologiques, mais je dois quand même leur témoigner du respect. Je trouve qu'ils font un bon boulot. Donc si tu ne connais pas, vas-y, il y a le lien de la chaîne YouTube dans la description et tu vas y découvrir des questionnements très intéressants, de l'esprit critique, de l'intelligence, de l'humour, que du bonheur. En fait, si ton véganisme il était basé sur la propagande un peu JMDO et consorts, là tu vas découvrir un véganisme beaucoup plus intelligent et beaucoup plus proche du réel, voilà, de la complexité de notre monde. Avec eux, au moins, on sait que personne ne se mettra en danger en se mettant à bouffer des légumes sales avec de la terre dessus ou à s'imaginer que le végétalisme, c'est l'alimentation naturelle de l'être humain. Voilà. Avec eux, au moins, on est sauf. Ils feront de toi un meilleur vegan et du coup, tu défendras bien mieux ta cause. Je vais conclure cette vidéo pour pas qu'elle s'éternise et je vais vous parler de ce fabuleux t-shirt que j'ai mis pendant cette vidéo, qu'on ne voyait pas du tout d'ailleurs, au style très rétro vintage, parce que je suis un mec à l'ancienne, j'ai 40 ans, je suis un vioc. Hein. Donc je pense sincèrement qu'il est temps de rentrer en résistance. La résistance c'est quoi? Ça ne veut pas dire insulter les véganes ou les prendre à partie ou être agressif, pas du tout. La résistance, c'est bien ce que ça dit, c'est de la résistance. C'est juste afficher ses idées. Je connais le véganisme. Quand on vous aborde, qu'on vous dit « ouais le végan, merci beaucoup, je connais le sujet, je n'en prendrai pas. C'est très sympa, bonne continuation. » Voilà, ça s'arrête là. Aucune agressivité envers les véganes. Je le précise à chaque fois en fin de vidéo, parce que j'ai l'impression que les mecs ne comprennent pas. Je n'ai rien contre les véganes. À titre individuel, vous faites ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous ne mangez pas ce que vous ne voulez pas manger. Tout ce que je demande moi dans ma démarche, c'est la même chose en retour. Comprenez? Voilà, le même respect. Donc je pense qu'il est temps d'afficher ses valeurs. Je ne vois pas ce qu'il y a d'insultant à dire clairement qu'on ne sera jamais vegan. Donc il est temps de mettre en place une résistance. Évidemment, ce sont des t-shirts que je fais moi. Alors je touche une petite commission dessus. Je touche 3 € et des brouettes par t-shirt. Hein. C'est pas avec ça que je vais me payer un yacht. Ça va même pas compenser la perte sèche que je suis en train de subir. Parce qu'en fait, je suis dans le milieu, pour parler un peu de moi, je parle beaucoup. Je suis dans le milieu santé, remise en forme, bien-être, fitness, et c'est vrai que le végétal est très à la mode. Et lorsque j'ai repris cette série-là, je me suis un peu tiré une balle dans le pied parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont lâché. Je me désabonne, ou alors j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont dit je t'aimais bien, mais en fait t'es un connard. Donc voilà, si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez que cette série Jamais Vegan continue, ben, je compte sur vous. Mais si vous pouvez pas, c'est pas grave, je vais être honnête, je continuerai quand même. Je suis un fou, quoi. Je m'en bats les reins. Donc il y en a de toutes les couleurs, il y en a pour les mecs, il y en a pour les filles. Et il y a un deuxième t-shirt que j'ai pas là, qui est très sympa. Si vous débattez avec des véganes sur internet, pour ceux qui le font, hein, je vous déconseille toujours de le faire. Il y a un truc qui revient souvent, c'est hashtag touche pas à mon steak, ouais tu défends ton steak, tu veux pas qu'on touche à ton steak. Comme si c'était quelque chose de lamentable. Mais les gars, touche pas à mon steak, c'est quelque chose d'extrêmement valable. De quel droit tu vas toucher à mon steak? Je veux dire, à un moment donné où vous avez vu que ça c'était une démarche puérile. C'est pas puéril. Tu touches pas à mon steak, comme tu touches pas à ma voiture, tu touches pas à ma femme, tu touches pas à mes enfants, etc. etc. Donc j'ai édité un t-shirt où il est écrit « touche à mon steak » et tu prends une balayette. Ce qui n'est absolument pas agressif, d'accord? Il faut bien comprendre que ce qui est sous-entendu, c'est si tu ne touches pas à mon steak, on peut manger ensemble, on peut passer un bon repas, on peut se raconter des blagues, on peut être copains. Voilà. Mais il ne faut pas toucher à mon steak. Le prochain épisode de Jamais Vegan, je vais essayer de le sortir assez rapidement, hein, de ne pas vous faire attendre à chaque fois 2 mois entre chaque épisode. Donc le thème, ça sera véganisme et esclavage. Hein, encore un sujet qui va me permettre de créer de nouvelles amitiés. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, eh bien, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux,
surtout sur Facebook, Instagram, mon compte Twitter, je m'en sers pas. Je pense que je vais le fermer, il ne sert à rien. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Et enfin, si vous voulez vous remettre en forme, puisqu'à la base, moi c'est ça ma chaîne, la remise en forme, eh bien n'hésitez pas à télécharger mon plan d'entraînement où on s'entraîne ensemble en temps réel, en vidéo, avec des entraînements sans matériel que vous pouvez faire chez vous. Ça dure 4 semaines, c'est totalement gratos. Voilà, il suffit de le télécharger ici et tu démarres tout de suite. Et c'est tout. Et je pense que j'ai fait le tour. Et je vous dis à bientôt sur santédefer.fr. Salut les amis.